Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Castor, Rocade et Zigouillage. Salut la famille! Je vous aurais bien imité le cri du castor, mais je suis un petit peu rouillé. Non, je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Animedia. D'abord parce que ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, que vous ne m'avez pas entendu plus exactement. C'est le premier épisode que j'enregistre depuis la naissance de ma fille. Donc je suis très fier de pouvoir continuer à vous proposer des épisodes d'Animedia. Bon, les nuits sont courtes, elles sont un petit peu morcelées, mais voilà, c'est la vie qu'on a choisie. Donc, je le dis maintenant, et je ne dis pas ça pour vous apitoyer, bien sûr, mais si vous voulez que ma fille mange à sa faim, eh bien, likez, commentez, partagez et parlez d'Animedia autour de vous, tout simplement. Non, je déconne bien sûr, vous inquiétez pas, on a encore de quoi tenir une bonne semaine. Plus sérieusement, je suis content de faire cet épisode parce qu'on va parler de l'un des films événements de cette année. Évidemment, vous me direz parce qu'il s'agit d'un film Pixar, c'est le 30e film du studio Pixar. On va parler de Jumpers de Daniel Chong. Après un Elio très décevant l'an passé et quelques mois avant l'ultra attendu Toy Story 5, est-ce que le studio va revenir au premier plan? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode qui va se dérouler comme suit. On va attaquer par la partie critique, voilà, où je vais vous donner mon avis sur le film. Je répondrai ensuite à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Jumpers, et je lui décernerai une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Cette fois, pas de partie contexte et je vais vous faire un épisode un petit peu plus condensé que d'habitude, mais on se terminera quand même avec le calendrier des sorties. Il y a un petit peu d'actualité à vous donner, en plus donc de Jumpers. Avant d'envoyer la bande-annonce, je tiens à vous remercier quand même, parce que le rythme du podcast a un petit peu ralenti en ce début d'année. Vous l'avez compris qu'il y a peut-être un événement qui n'est pas étranger à cela, mais eh bien l'affluence, les écoutes ne baissent pas, voire même elles restent tout aussi élevé qu'avant, donc je vous remercie à la fois si vous faites partie des nouveaux auditeurs d'Animedia, bienvenue, et à l'inverse, si vous comptez parmi les fidèles de l'émission, eh bien voilà, merci de votre fidélité. Rassurez-vous, le rythme va reprendre un petit peu pour la suite de l'année, il y a plein de belles choses à venir côté animation en 2026. Allez, cette fois l'introduction est faite, alors enfilez votre casque, on se glisse dans la peau d'un castor. Professeur, j'ai besoin de votre aide. Je suis en plein milieu d'un cours de sciences. Un cours auquel tu es inscrite d'ailleurs. Salut mes belles. Viens avec moi. Les méthodes traditionnelles pour comprendre les animaux n'ont pas fonctionné. Mais nous avons réussi, Mabel. Nous avons créé une technologie révolutionnaire qui nous donne un accès sans précédent au monde animal. On l'a appelé Jumpers. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Mabel, sois prudente. Et ils étaient dans la même tanière. Mais non. Je comprends. Mais besoin de Mais c'est incroyable. Hé, comment tu t'appelles, Castor? Mabel. Si tu veux vivre ici, tu devras apprendre la loi de l'étang. C'est quoi la loi de l'étang? Oh, ok, annule tous mes rendez-vous, hein? Et accueillons Mabel, les amis. Loi de l'étang numéro 1. Apprends à connaître les tiens. Oh, t'es en forme, Jeanne? Tom, Raymond, Colette, Laurence, Pierre, Paul, oh, Jacques. Bon, oui, c'est surpeuplé. Mais on est toujours vivants. Loi numéro 2. Quand tu dois manger, mange. Comment il a eu la petite couronne? C'est ça ta question. Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute littéralement sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes
au cœur du règne animal. Jumpers ou Hoppers en VO ou Sauteurs en québécois est sorti le 4 mars 2026, c'est aujourd'hui. Il est réalisé par Daniel Chang, écrit par Jesse Andrews d'après une histoire de Daniel Chang. Au casting VO, on retrouve notamment Piper Curda, Bobby Moynihan, John Hamm, Meryl Streep ou encore Dave Franco. Au casting VF, on a notamment Mallory Wanek, Artus, Elias Changuet, Mela Bedia ou encore Alison Wheeler. Le film est évidemment produit par Pixar Animation Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures. Ce qu'on peut dire d'entrée sur Jumpers, ou en tout cas moi ce que j'ai envie de mettre en avant tout de suite sur le film, c'est que sur le papier, c'est ce que j'appellerais un Pixar risqué. Je mets des guillemets, mais quand même je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. À une époque, ça nous semblait normal d'avoir des Pixar originaux, Le Monde de Nemo, Ratatouille, même Cars avant que ça devienne une franchise, Les Indestructibles idem. Enfin, chaque épisode, chaque nouveau film Pixar plutôt, était un film à part entière qui n'avait pas pour vocation de lancer une nouvelle franchise, des suites, etc. Ça, j'ai envie de vous dire, c'était un petit peu avant, parce que depuis grosso modo une dizaine d'années, on a de plus en plus de suites, Vice Versa 2 en étant le meilleur exemple qui est sorti l'an dernier, mais également Toy Story 5, tout simplement. On parle du 5e épisode qui va sortir un petit peu plus tard cette année. Il y avait déjà eu un gap assez important entre le 3 et le 4, c'est un petit peu la même chose entre le 4 et le 5, mais on sent que le studio a essuyé quand même un sacré nombre de déconvenues. Alors, certaines sont liées quand même au Covid, On parle notamment de Lucas, Alerte Rouge, Buzz l'éclair, même Élémentaire, ça a été un petit peu compliqué et quand même ils essayent de se réfugier derrière des films phares, des films qui ont fait leur succès et de proposer des suites même assez longtemps après. Les exemples qui vont arriver un petit peu plus tard dans les années à venir, ce seront Coco 2 et Les Indestructibles 3 qui sont tous les deux en préparation, qui avaient été annoncés l'an dernier. Elio, c'était la grosse foirade, une plantade assez monumentale à tel point que le studio Disney avait carrément lâché le film en termes de communication. Élémentaire, il s'en est fallu de peu, c'était parti pour être un énorme gadin et puis il y a eu un très bon bouche à oreille qui en a fait un succès d'estime, mais incomparable avec Vice Versa 2 qui a en quelque sorte sauvé le studio, je mets des guillemets, mais qui a réalisé plus d'1,6 milliard de dollars à travers le monde, qui a été un temps le film d'animation le plus rentable de l'histoire, et on sent quand même que Pixar tend à vouloir se reposer là-dessus. Quelque part, on les comprend d'un point de vue purement rentrée d'argent, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, créatif, on est un peu en demande. En tout cas, le public peut se poser la question, est-ce qu'on va avoir les mêmes licences ressucées un petit peu ad vitam aeternam ou est-ce qu'on va encore avoir le droit à des films complètement originaux? Jumpers, c'est le cas. On sent quand même que c'est pas la grande machine médiatique non plus. À Paris, en tout cas, on voit quand même un certain nombre de publicités. Le film fait un petit peu son trou, mais je doute qu'en dehors des très grandes villes, voire peut-être en dehors de Paris tout court, le film soit réellement mis en avant par la communication. D'autant qu'il est réalisé par un quasi inconnu. Et je dis quasi parce que donc Daniel Chang, il était quand même connu chez Pixar et Disney en tant que storyboard artiste. Il a bossé notamment sur Bolt, donc un film Disney, puis sur Cars 2, sur Vice Versa et sur les 2 courts-métrages Toy Story qui s'appellent Hors du temps et Angoisse au motel. Et depuis 2022 et depuis Alerte Rouge, il fait partie de la Pixar Senior Creative Team. Donc c'est quelqu'un qui est quand même bien installé maintenant au sein du studio. Mais sa grande œuvre à lui, elle n'a pas été réalisée ni chez Disney ni chez Pixar, mais sur Cartoon Network, une série que j'ai complètement découverte en faisant des recherches pour cet épisode, qui s'appelle We Bear Bears, ou dans son titre VF Ours pour un et un pour tours. Alors j'ai appris que ça, ils avaient essayé de le franciser pour une des premières saisons, mais qu'ensuite ils étaient revenus au titre original, qui est en fait un jeu de mots entre le verbe to bear, bears. Voilà, vous l'avez. En gros, je vais vous la faire vite, mais ça raconte l'histoire de 3 ours, un grizzly, un panda et un ours polaire, qui tentent de s'intégrer dans la société des hommes dans la baie de San Francisco. Il y a 4 saisons en tout de 130 épisodes de 13 minutes chacun, et un film qui est sorti en 2020, qui est également scénarisé et réalisé par Daniel Chang, qui s'appelle tout simplement We Bear Bears, le film. Alors c'est dispo sur aucune plateforme actuellement chez nous, ça a été diffusé
en linéaire sur Cartoon Network, même en France, mais ça reste assez compliqué de ce que j'ai compris à trouver maintenant, mais ça a quand même plutôt bonne réputation, à tel point quand même que Daniel Chang, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné chez Pixar, sur Jumpers, il est en tant que seul réalisateur. Il n'a pas de binôme comme c'est assez régulièrement le cas chez Pixar, où on associe un réalisateur plus chevronné qui a déjà fait ses classes et un réalisateur relativement débutant, en tout cas au poste de réalisateur, et qui va quelques années plus tard se voir confier un long métrage un petit peu plus personnel. C'est là encore, je trouve, une sacrée prise de risque. C'est même lui qui a amené l'histoire de base avant que le scénario soit retravaillé par Jesse Andrews, qui est d'ailleurs le co-scénariste de Luca. Voilà un petit peu pour le contexte. J'ai dit que je ferais pas de partie à proprement parler, mais que voulez-vous, c'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. Puis ça vous donne quand même une idée, pas des enjeux, mais en tout cas de la manière dont Pixar a un petit peu changé ses habitudes très légèrement pour ce film-là. Pour moi, un autre risque que je vois avec Jumpers, c'est que, avant toute chose, c'est une comédie. Une vraie comédie. Pas un film d'aventure, comme ça a pu être le cas pour En Avant ou Là-haut. Pas de la science-fiction pure, comme Buzz l'éclair ou Wall-E. Pas non plus de la fantasy, comme Rebelle ou Coco. Non, non, c'est bien de la pure comédie, avec évidemment des phases d'action. On garde quand même un petit peu l'ADN du studio, et puis ça reste un film de divertissement. Il faut qu'il se passe quand même des choses. D'ailleurs, je le précise maintenant, mais bon, le film sort littéralement le jour où ce podcast est publié, donc il n'y aura pas de spoiler majeur. Je vais évoquer des passages, mais sans rentrer dans les détails pour, bien sûr, vous garder la surprise, d'autant que c'est un film assez surprenant, et ça aussi, ça fait partie de ce que je considère comme un genre de pari risqué. Je précise également que j'ai vu le film en version française via une des avant-premières qui avait été proposée dimanche dernier dans certaines salles du réseau UGC. Donc pour que de la pure comédie, qui plus est en version française, fonctionne sur moi, parce que ça a fonctionné sur moi très clairement, je vous le dis, c'est qu'on est globalement sur du très bon niveau. En tout cas, moi j'ai trouvé que le film répondait, j'ai envie de dire, aux attentes, mais c'est encore plus facile de répondre aux attentes quand on n'en a pas vraiment. Ça va être un petit point que je vais évoquer sur le film. Mais grosso modo, en termes de comédie, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, quasiment tout. Quasiment tout. On a du comique de situation, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi un de mes préférés, le comique de répétition, du slapstick même dans la façon de se comporter des humains, des gags purement visuels, et puis de l'absurde, mais en veux-tu en voilà, à Turbo Gogo, c'est absolument génial. Et le film n'a pas peur, justement, au contraire, il assume complètement son parti pris, il assume son côté gentiment débile. Parce que le postulat de base, il est quand même sacrément débile, il faut l'acheter. C'est le fait de transférer sa conscience via un espèce de casque qui est comme, si vous voulez, un casque que vous avez chez le coiffeur là quand vous voulez vous faire une permanente. Hop, vous vous mettez ça sur la tête. C'est relié à un petit câble qui est transféré dans un animal robot. Et pouf, vous avez votre conscience qui est transférée là-dedans et vous pouvez discuter pépouze, normal, avec tous les animaux de la création. Ça marche comme ça, on a un claquement de doigts, on se pose pas la question. On a une scène rapide pour nous présenter le truc. Elle est dans la bande-annonce, c'est globalement vraiment schématisé de manière hyper simple, à savoir on met ça dans ça, comprenez, on met votre conscience dans un animal robot, et pouf, on remet jamais ça en question. Peut-être aussi que c'est dû au rapprochement qui est fait avec Avatar, où il y a l'héroïne qui sort, c'est comme dans Avatar. Alors il y a une des scientifiques qui lui dit non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais si, c'est exactement ça, et comme à peu près la terre entière a vu Avatar, ou au moins un des 3 films, ou en tout cas connaît le concept, on l'achète complètement et on le remet absolument jamais en question. Donc ça, voilà, je trouve ça assez immédiat, et le rire est assez immédiat aussi. C'est probablement un des Pixar les plus drôles, en tout cas celui qui se pense, qui se veut comme tel. Et avant même de parler du reste, déjà, moi, je vous conseillerais d'aller le voir simplement pour ça, pour vous marrer, pour passer un bon moment, tout simplement, que ce soit seul, entre amis, en famille. Ça marche à peu près tous les niveaux. Là, je prends un petit peu d'avance par rapport à la partie C'est pour qui, mais il y en a un petit peu pour tout le monde. Je continue de tirer mon fil rouge prise de risque, parce que le film, je trouve, prend aussi des risques sur un point très précis que j'aurais très envie de vous spoil, mais je vais pas le faire. Je vais remettre un petit peu de contexte. En gros, un des rares éléments de communication que j'ai vu autour du film avant sa sortie, c'est une capsule Instagram des sessions de doublage de Meryl Streep,
qui double une reine papillon, puisqu'il y a différents animaux qui représentent chacun une des classes d'animaux. On a le roi des mammifères, le roi des poissons, le roi des reptiles, le roi des batraciens, et donc le roi des insectes, qui est en fait une reine, à savoir la reine papillon, qui est très jolie, avec des très belles ailes, etc., mais qui est une psychopathe complètement cinglée. Et comment vous dire, ce qui arrive à ce personnage, je trouve ça complètement fou d'avoir osé faire ça. C'est une des plus grosses surprises que j'ai eues en voyant le film. Et d'ailleurs, pour rester dans les trucs complètement fous que je ne peux pas vous spoil, que j'aurais très envie pourtant, il y a une scène d'action avec un requin qui est, pareil, un des trucs les plus dingues et les plus barjots que j'ai vu dans un film d'animation, mais même dans un film grand public d'une manière générale, assez inventif et qui assume encore une fois l'absurdité, le côté complètement débile, over the top, mais quitte à le faire, on y va à fond. C'est hyper réjouissant de voir ça. J'aurais jamais pensé qu'ils allaient oser faire un truc pareil. Et d'ailleurs, toute cette scène-là, de sa construction à sa résolution, je trouve ça assez exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment un morceau de bravoure, d'action dans le film qui fonctionne super bien, qui apporte un vrai moment de rupture aussi dans le film, puisqu'il y a grosso modo, allez, on va dire 3 parties dans le film. La première, c'est vraiment la mise en place où on va apprendre à découvrir Mabel, qui est cette jeune fille, cet enfant d'abord, qui est vraiment une amoureuse des animaux, qui tente de les faire s'évader, qui veut les kidnapper en gros de son école, c'est assez drôle, et qui est aussi quelqu'un qui est pas mal en colère, qui est pas mal incomprise aussi de l'école, de ses parents, et qui va se réfugier avec sa grand-mère dans cette fameuse clairière qui va devenir le champ de bataille, on va dire, du film, et qui va lui faire prendre conscience, qui va la calmer grâce à la nature, le fait de se retrouver dans ce petit cocon, dans ce petit paradis de calme et à la fois habité par énormément d'espèces, et de garder un œil là-dessus, d'avoir vraiment une attention là-dessus, et de se rapprocher tout simplement de la nature via sa grand-mère. On va ensuite la voir grandir. Ensuite, on a la phase où elle va se retrouver dans ce petit robot castor qui va prendre quand même une bonne partie du film. Et puis une dernière partie, là, un petit peu plus action, un petit peu plus course-poursuite. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à plusieurs moments, je ne savais pas où le film allait m'embarquer, ou alors j'étais vraiment surpris de voir où est-ce qu'il allait. Il n'allait pas forcément dans la direction que j'aurais attendu. Et ça fait plaisir. En fait, on s'habitue très vite à de l'aseptiser, notamment du côté des productions hollywoodiennes à gros budget, grand public. Et Jumpers, c'est tout sauf ça, à part un point. Un point quand même assez crucial, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est sa fin. Sa fin qui tombe dans une sorte de consensus mou, un peu à l'américaine, un peu démocrate faussement progressiste si vous voulez. Cette espèce de progressisme réactionnaire un peu bizarre qui, je trouve, dessert vraiment le propos du film. En gros, on a un film qui porte un sujet et qui a une vocation très écolo. Je vous l'ai dit, le personnage de Mabel, il a vraiment eu cette position de révolutionnaire, en tout cas de résistant, face, grosso modo, au capitalisme, ou face à ces, là en l'occurrence c'est un maire, ces collectivités, mais ces entreprises aussi qui vont tout simplement utiliser la nature, en tout cas piétiner la nature à des fins purement capitalistiques, mais en tout cas débiles, dans le sens où là c'est construire une rocade pour, ça on nous le dit brièvement dans le film, gagner grosso modo 4 minutes sur le trajet des habitants de la ville de Beavertown, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs. Ces habitants-là, ils n'ont pas vraiment d'avis sur la question, mais ils ne sont pas spécialement contre ni pour. Et puis finalement, si ça se fait, on comprend qu'ils vont voter pour le maire, donc quelque part, ils sont OK avec tout ça, mais Mabel, elle, pas du tout. Elle a beaucoup de colère en elle et elle défend vraiment cette fibre écolo. Elle défend aussi son petit bout de chez elle. C'est un endroit forcément qui est gorgé de souvenirs pour elle, qui lui rappelle sa grand-mère qui entre-temps est disparue. Ça, je vous le spoil pas, c'est vraiment dans les quelques premières minutes du film. Donc c'est à la fois une prise de position plus globale, mais aussi très personnelle pour elle. Donc elle est littéralement, frontalement en opposition avec le maire, mais quand même, à l'arrivée, l'idée, malgré tout, c'est que tout le monde se quitte bons amis. On va trouver une espèce de résolution gagnant-gagnant,
un peu molle, je vous dis, où on va pas forcément au bout des choses. Chacun va se rendre compte qu'il fait partie d'un grand tout, que finalement, les humains, les animaux, on fait tous partie du même monde, et puis peut-être même que le béton aussi fait partie de ce monde-là. On range sa colère un petit peu au placard, on range un petit peu ses ambitions, encore que c'est un peu à l'image des derniers Pixar ou des derniers Disney. Il n'y a pas réellement de méchant non plus, c'est-à-dire que le maire, il n'est pas présenté comme un mauvais bougre, juste, bon, voilà, il fait ce qu'on attend de lui, hein, il urbanise, il est censé satisfaire les désirs d'une population qui, en l'occurrence, ne s'exprime pas vraiment. Mais bon, il est prêt à entendre un petit peu raison, mais quand même en face, elle est un petit peu trop virulente. Et puis tout ça, c'est renvoyé un petit peu à égalité. Et ce qui me dérange quand même un petit peu plus aussi, c'est que à la fin, on va donner de la valeur à la nature. Les humains vont se mettre à donner de la valeur à la nature parce qu'elle peut leur être utile, parce qu'elle peut leur rendre un service. Mais le but de la nature, c'est pas ça. La nature, elle n'a pas à être utile. Elle était là avant, elle sera là après. Elle ne nous doit rien. C'est toi qui lui dois tout. Donc ça, pour un film qui a quand même une vocation écolo, qui se présente quand même comme ça, c'est dommage et c'est peut-être passé un poil à côté du sujet. Ça arrive à la fin, donc peut-être que ça gâche un petit peu le plaisir a posteriori, mais, et c'est assez paradoxal parce que ça pourrait être vraiment un très très gros point noir, j'ai vu que ça l'avait été pour certains critiques, mais ce serait, en tout cas pour moi, assez malhonnête dans le sens où j'ai quand même eu une expérience globalement assez réjouissante sur le film. Et cette fin un peu en queue de poisson n'a pas réussi à me le gâcher complètement. Ça empêchera probablement Jumpers de devenir un film de chevet qu'on se mate régulièrement parce que justement on connaît un petit peu cette fin, ou alors de devenir un nouveau maître étalon chez Pixar à vocation écolo, un peu comme Wall-E l'a été en son temps si vous voulez. C'est un plaisir un petit peu plus immédiat, qui aurait pu gagner d'ailleurs je pense à être un poil plus condensé. Là, ça dure 1h45, c'est quand même un petit peu trop long pour son propre bien. Mais là où il m'a surpris, justement, c'est dans sa manière d'aller là où je ne l'attendais pas. Il y a d'ailleurs ce parti pris qui, à nouveau, hein, je trouve, est surprenant. C'est l'idée de ne pas cacher la loi de la nature, le fait qu'il y a une chaîne alimentaire, que certains animaux sont là pour se faire manger, et que c'est comme ça que ça se passe. Il y a régulièrement, pendant le film, des animaux qui viennent, qui parlent, et puis d'un coup, il y a un oiseau, un animal qui déboule, et hop, qui va les choper, qui va les croquer, et puis c'est la loi de l'étang, hein, c'est comme ça, c'est d'ailleurs un des premiers points qui va valoir à Mabel de se faire repérer en tant qu'animal étranger à l'étang, qui est de justement protéger un autre castor alors qu'il était en train de se faire boulotter par un ours. Et c'est comme ça, voilà, c'est pas grave, les animaux sont aussi quelque part là pour être mangés par d'autres animaux qui sont plus hauts qu'eux dans la chaîne alimentaire. Et c'est, je pense, un bon sujet de conversation aussi à avoir avec des enfants. Mais c'est des choses qui existent quand même assez peu. Visuellement aussi, ça c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé, mais là il y a un parti pris, je trouve. Ça reste assez rondouillard même à la Pixar. Maintenant, on y est un petit peu plus habitué, mais avec, je trouve, des bouilles globales et un design global encore plus simplifié, encore plus épuré, pour accentuer, pour donner plus de place, je trouve, aux expressions du visage, de la bouche, qui sont parfois complètement over the top. Et l'idée, c'est un peu de faire... si on était dans un animé, je vous parlerais un peu de Chibi ou de SD, enfin de Super Deformed. On n'en est pas très loin, je trouve, mais version animation américaine. Et je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que comme c'est un film qui se prend pas tellement au sérieux, qui va pousser assez loin les potards de l'humour absurde, ça marche. Moi, je trouve que les tronches des animaux, c'est un régal. Ils ont vraiment parfois des têtes bêtes, gentilles. Enfin, moi, j'adore ce running gag avec un lézard qui fait partie des compagnons de Mabel, qui est hyper content à chaque fois qu'on le voit. Et tout est dans le timing comique où il fait une petite pause, un petit temps d'arrêt, et il ouvre sa bouche et il agite très fort sa patte comme ça pour faire bonjour. Ça me tue de rire à chaque fois. Et il y a un gimmick visuel qui fonctionne très bien, qui est que les animaux n'auront pas les mêmes yeux, n'auront pas les mêmes expressions en fonction du point de vue. Quand on est du point de vue des humains, ils auront des petites billes noires inexpressives, mais qui paradoxalement jouent sur leur expressivité. Et à l'inverse, quand on est du point de vue des animaux, ce seront plus des personnages, on va dire, classiques, avec des grands yeux blancs et beaucoup plus expressifs, avec beaucoup plus de déformations, beaucoup plus d'expressions. C'est basique, là, pour le coup, mais ça fonctionne très bien, et encore une fois, on s'y retrouve très vite. Ça joue sur le côté, on achète
très vite comment tout ce système fonctionne. D'un point de vue émotionnel aussi, je trouve que c'est un film qui réussit globalement ce qu'il entreprend. Personnellement, j'ai trouvé assez touchante l'introduction, cette belle histoire en intro entre Mabel et sa grand-mère. Puis ensuite, ce qui devient au fil du film une belle histoire d'amitié également entre Mabel et George, qui est en fait le roi des castors, qui est d'ailleurs doublé par Artus. Et si vous vous souvenez, j'avais parlé dans l'épisode précédent d'un film qui est sorti un petit peu plus tôt cette année, qui s'appelle Biscuit Chien Fantastique, où Biscuit, le chien héros du film, est également doublé par Artus. Et là, c'était la catastrophe. Il était complètement apathique, il n'y avait aucune émotion, il ne dégageait absolument rien. Et là, c'est complètement l'inverse, il est de l'autre côté du spectre, il fait un super boulot. Je pense qu'à la fois lui-même est beaucoup plus investi, il sait qu'il fait un Pixar, hein, donc il y a un peu plus d'enjeux que sur, désolé pour lui, mais Biscuit Chien Fantastique. Et en plus, on sait quand même que Disney met énormément d'attention et de boulot dans ses différentes versions étrangères, dans le doublage de ses films. Donc pour le coup, c'était une super surprise. Mais pour revenir donc à ces relations entre les personnages, je pense qu'après, ça dépendra aussi de votre fibre personnelle. J'avoue que en tant que citadin refoulé presque, qui vit à la ville depuis un petit peu trop longtemps, d'avoir ce petit coin de verdure où on peut aller se réfugier à pied depuis chez soi, ça m'a fait un petit peu rêver et je m'y suis imaginé et je me suis dit, ah ouais, ouais, ça a l'air quand même vachement bien. Et peut-être que si on venait me foutre une rocade avec du béton juste là-dessus, peut-être que moi aussi je pèterais un câble et que j'essaierais de faire sa misère au maire. Et puis il y a cette dernière scène hyper touchante entre Mabel et George. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est trop mignon. Ça a fait fondre mon petit cœur de castor, que voulez-vous. J'aime aussi quand Pixar, dans un autre registre, emprunte à des genres qui sont très éloignés du sien, mais le temps d'une scène par-ci par-là, on a un petit peu de code du film d'horreur, du film de Body Snatchers. Vous allez me dire, vu le thème, c'est plutôt logique, mais on a quand même un petit renversement de situation qui apporte un ton légèrement différent. Et je trouve encore une fois qu'il fonctionne bien, ça permet de renouveler un petit peu l'intérêt, c'est bien dosé. Alors c'est bien dosé, ça dure pas trop longtemps, mais bon, les potards sont mis à fond, ça vous l'avez compris, c'est globalement la thématique du film. Mais ça permet de renouveler un petit peu notre intérêt, quand bien même le film ne souffre d'aucun problème majeur de rythme. Donc, en bref, écoutez, Jumpers, pour moi, c'est une très bonne surprise parce que, aussi, je le redis, hein, j'en attendais pas grand-chose. Et c'est vrai, on va pas se mentir, ça joue pas mal sur le ressenti qu'on peut avoir sur les films. C'est pas un événement majeur, ça, je vais pas vous le cacher. Peut-être qu'effectivement, le temps est passé, où vraiment chaque Pixar était quelque chose qu'on attendait, que la Terre entière attendait avec impatience. Peut-être aussi que nos attentes justement et nos exigences pour un film Pixar ont été revues un petit peu à la baisse depuis quelques années. Ça, c'est quand même bien possible. Mais en attendant, je le dis, il y a suffisamment de prise de risque et de surprises pour en faire un film qui a vraiment pas mal de charme, je trouve, qui a pas mal d'intérêt. On n'est pas du tout en pilote automatique, il y a vraiment des choses surprenantes qui méritent d'être vues. Et je ne pensais pas prononcer cette phrase avant de voir ce film, mais Toy Story 5 va devoir faire fort pour ne serait-ce qu'être le meilleur Pixar de l'année. Amis animaux, les humains nous ont volé cette petite parcelle de terre. Salut, toi. Et il faut qu'on riposte. J'ai l'impression que Mabel est devenue une chef rebelle vénérée. Écoute-moi bien, on n'utilise pas un saut technologique pour bouleverser l'eau. Elle a trouvé le bouton. Le grand conseil des animaux a été convoqué. Le castor antipathique a raison. Leur fourberie s'arrête ici et maintenant. Allons zigouiller le roi des humains. Attendez, zigouiller? Ils nous zigouillent bien, alors pourquoi on les zigouillerait pas? Je crois pas qu'on ait vraiment besoin de zigouiller. Ça a été féroce. Votre vie est en danger. Vous devrez faire exactement ce qu'on vous dira. Harry. MDR. Jerry, je veux dire. Démarrez maintenant. Fusée.
On en arrive à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Jumpers? Comme pour tout Pixar, c'est un petit peu de la triche, mais c'est pour tout le monde, voilà, désolé, c'est pas très original, mais là pour le coup le terme n'est absolument pas galvaudé. Pour vous dire, dans la salle où j'ai vu le film, je pense que littéralement le public allait de 7 à 77 ans, comme le dit la chanson, et j'ai vu ou entendu tout le monde prendre du plaisir. Il y avait un adulte à côté de moi, un parent qui était vraiment à se marrer assez fréquemment. Et un petit peu plus loin, il y a une petite fille qui avait un petit peu moins de 10 ans, qui a été scotchée vraiment dans son siège jusqu'à la toute fin du générique de fin. Donc ça peut parler à un public assez large. Forcément, ça vous parlera d'autant plus si vous avez une fibre écologique, que vous vivez ou que vous avez grandi à la campagne, que ces thèmes-là vous parlent. Et à l'inverse, ce n'est pas pour vous si vous aimez le béton, voilà, que vous aviez comme habitude de torturer le chat du voisin ou d'arracher une par une les ailes des mouches quand vous étiez petit. On en arrive à la note pour replacer Jumpers dans le classement Letterboxd d'Animedia. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me suivre sur Letterboxd. Je rentre tous les films d'animation que je vois, genre ici aussi la watchlist. Chaque jour, elle se remplit, mais un jour on en viendra à bout. Et puis je poste aussi de temps en temps quelques petites reviews des films que je vois. Donc voilà, encore une fois, merci. Allez me suivre, si ce n'est pas déjà fait, sur Letterboxd. Le lien est, comme chaque épisode, dans la description. On en revient donc à la note, et je vais donner à Jumpers 3,5 sur 5. Les points positifs, je l'ai déjà tout ça un petit peu dit, mais l'humour, je pense qu'il a vraiment fonctionné sur moi. L'humour absurde, le comique de répétition, le comique de situation, les gags à base d'animaux qui se font bouffer, voilà, ça me fait vraiment beaucoup rire. Il y a des situations quand même assez dingues, assez surprenantes dans un film grand public, je leur dis, mais vraiment, il faut le voir pour le croire. Il n'y a pas énormément de scènes d'action, de pure action, mais alors quand il y en a, ça va quand même assez loin. Et puis j'ai bien aimé moi ce parti pris au niveau de la direction artistique, un peu plus ronde, un peu plus minimaliste, qui essaye de se détacher et qui assume le côté petit film, je mets des guillemets, mais en tout cas petit film qui se prend un peu moins au sérieux que les autres. Du côté des points négatifs, c'est quand même un film qui est un poil long pour son propre bien. Alors, il y avait quand même, je l'ai dit, des enfants assez jeunes dans la salle, mais ils n'avaient pas l'air d'être dérangés spécialement par rapport à ça. Je pense que c'est plus en termes parfois un petit peu de redite. On aurait pu gagner, 10-15 minutes, je pense, sans trop de problèmes. Et puis, ça, je l'ai déjà suffisamment un petit peu dit, mais quand même, la morale finale, elle laisse un petit goût amer dans la bouche. C'est quand même un assez gros manqué, je trouve, pour moi, qui empêche le film vraiment d'aller au bout de ce qu'il était censé, je pense, raconter. Voilà qui replace donc Jumpers derrière Sauvage, que j'avais chroniqué dans un des tout premiers épisodes d'Animedia, qui est pour le coup là un film qui assume vraiment son parti pris écolo, avec une très très belle stop motion, vraiment Sauvage, je vous le recommande. Ça le met au même niveau qu'un autre film de stop motion, mais dans un tout autre registre, cette fois beaucoup plus proche du ton de Jumpers, qui est Shaun le Mouton le film très sympa. Et puis pour garder le côté animaux qui parlent avec des situations absurdes, Jumpers est quand même devant Migration. D'abord, je m'appelle Biraima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout et parle comme un vrai salopard. Je veux vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. Sale petite démon! Écoute bien, tu dois toujours te protéger, mon fils. Maman, réveille-toi! Biraima, tu vas rejoindre ta tante. Elle va être ta tutrice. C'est les lois de la famille chez nous, les Malinqués. Je veux pas aller au Libéria, Fafro. Alors, petit frère, c'est avec toi que je pars au Libéria. Le Libéria, c'est un pays fantastique. Tu pourras tout avoir, même une mitraillette, comme dans les films américains. Avec Yakuba, on partait retrouver ma tante Man. Celui qui parle le plus! Moi, je veux devenir un enfant soldat, comme vous. Raïma, allez, bouge! Maintenant, j'étais Biraima, l'enfant soldat, sans peur ni reproche. Tu seras capable de combattre, soldat?
Allez, on termine cet épisode avec ce qui est désormais une tradition, le calendrier des sorties de l'animation. Il n'y a pas eu d'épisode pendant un mois, mais on ne peut pas dire que l'agenda a été surchargé pour autant, du moins en sortie long métrage. Je vais vous parler de 2 films que j'ai eu la chance de voir avant leur sortie. Le premier est sorti le 18 février, donc ça remonte un tout petit peu. Il s'agit de Super Charlie de John Holmberg, qui est un film d'animation suédois en 3D, destiné quand même plutôt à un public jeunesse. C'est l'adaptation de livre jeunesse justement de Camilla Läckberg, qui est une autrice suédoise que je ne porte pas spécialement dans mon cœur. On m'avait offert un bouquin de Camilla Läckberg, voilà, pour que je vous raconte un petit peu ma vie 2 secondes. Et j'avais trouvé ça assez pénible à lire. On m'avait offert une histoire de participant à une émission de télé-réalité. Et en fait, il y avait des meurtres pendant le tournage. Et sauf que chaque personnage était plus détestable et insupportable les uns que les autres. Bref, de base, c'est plutôt une autrice de polar, hein. Vous savez, ces auteurs qui arrivent à sortir de la page au kilomètre comme ça pour sortir quasiment un bouquin par an. Et elle avait eu envie de faire une petite respiration au moment de la naissance de l'un de ses enfants, d'où cette série de livres jeunesse Super Charlie. Bref, je referme cette parenthèse beaucoup trop longue. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un bébé qui récupère des super pouvoirs après être entré en contact avec un objet venu de l'espace ou une entité, quelque chose comme ça. Je vais avoir beaucoup de mal, pour être honnête, peut-être que vous l'avez compris, à vous le conseiller, alors que pourtant je suis pile la cible, hein, puisque moi aussi je dois actuellement gérer un nourrisson, mais pourtant il y a bien tous les moments cringe que vous attendez du genre bébé super-héros, avec qui plus est par-dessus le marché un chara-design assez discutable, mais qui est souvent l'apanage de ces films d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est. En plus de ça, le contrat qui est dans le titre est pas franchement rempli, parce qu'on suit plutôt le grand frère de Charlie, qui est un adolescent mal dans sa peau, qui est délaissé par les parents les plus irresponsables du monde, hein, parce que grosso modo les personnages sont assez peu aimables, et il y a un truc assez sympa avec le méchant, mais son plan est complètement incompréhensible, et je pense que si on fait l'effort d'essayer de le détricoter 5 minutes, ça tient pas debout. Donc bref, à moins que ce soit la seule chose qui passe dans le cinéma en bas de chez vous, et que vos enfants vous réclament absolument un ciné, ou que vous ayez à tout prix envie de les sortir, je pense que vous pouvez aller voir ailleurs. Beaucoup plus recommandable en revanche, et qui sort aussi comme Jumpers ce 4 mars, c'est Allah n'est pas obligé de Zaven Najar, qui est pour le coup un film d'animation français 2D, et qui est adapté du roman éponyme d'Amadou Kourouma, qui avait décroché le prix Renaudot en 2000. On suit l'histoire de Birahima, qui est un orphelin guinéen d'une dizaine d'années, qui doit quitter son village pour tenter de rejoindre sa tante au Libéria après le décès de sa mère. Il est accompagné sur le chemin de Yakuba, un genre de petit escroc, et il va croiser sur sa route des enfants soldats et se retrouver mêlés aux différents conflits qui émanent la région à la fin des années 90 dans l'Afrique de l'Ouest. C'est donc un film qui parle de sujets assez difficiles et qui pourrait être assez facilement tire-larme, je pense, si on avait essayé de le faire en live action notamment, mais c'est pas du tout le ton qui est employé. À la fois, le film choisit vraiment de nous montrer la violence, la cruauté. Il y a des scènes, là encore, assez surprenantes, je trouve, dans un film d'animation. En tout cas, on met pas de côté du tout ce que vivent ces enfants ou la situation de ces peuples d'Afrique de l'Ouest à ce moment-là. C'est vraiment un film qui parle du fait d'être un enfant soldat, mais qui essaye quand même de garder un ton léger, je mets des guillemets, mais en tout cas joueur, qui est en tout cas jamais ni déprimant, ni mièvre. Ça passe par le personnage principal de Birahima, hein, qui est assez attachant, à la fois mi-insupportable, mi-attachant, mais qui a cette manière toute particulière de s'exprimer, qui se balade avec un dictionnaire, et donc qui a son phrasé, on l'a en voix off tout au long du récit, donc c'est assez étonnant, et ça montre qu'on peut justement traiter ce genre de sujet de manière différente, ou en tout cas assez novatrice. Et puis surtout, ça il faut le dire quand même, hein, puisqu'on est sur de l'animation, c'est pas pour rien. En l'occurrence, le film est porté par une 2D
absolument sublime, avec de grands aplats de couleurs qui rappellent un petit peu Amélie et la métaphysique des tubes, ou alors La mort n'existe pas. Et Allah n'est pas obligé avait été présenté comme ces deux autres films en compétition à Annecy. C'est là-bas que je l'avais découvert. Il a enfin une date de sortie. Enfin, on peut le voir sur grand écran. Donc vraiment, je vous le recommande. Ce ne sera pas forcément le film feel good de la fin des vacances. Encore que, cela dit, mais je pense que c'est un très bon visionnage à voir avec vos enfants, et même pour vous d'ailleurs, ça se voit vraiment à tout âge. Allez, et puis j'en rajoute une petite pour la route, je peux pas m'en empêcher. C'est sorti pour le coup le 27 février, ça s'appelle The Mountain, The Moon Cave and the Sad God. C'est réalisé par Jamie Hewlett, Tim McCourt et Max Taylor. Et qu'est-ce que c'est ? J'ai un petit peu triché sur ce coup-là, c'est un court-métrage de 9 minutes qui condense 3 des titres de l'album The Mountain de Gorillaz qui est sorti vendredi dernier. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que, bon, déjà, Gorillaz, ça fait partie de mes groupes préférés de tous les temps, je pense. Je suis vraiment de la génération Gorillaz. J'attends chaque album à chaque fois avec impatience, avec parfois des petites déceptions, parfois des énormes surprises, en tout cas des gros plaisirs. Et là, avec The Mountain, on est sur un gros kiff. J'ai mis un petit peu de temps à l'aimer, cet album. Ça fait partie des albums de Gorillaz avec énormément de featuring, énormément de monde sur chaque piste, mais qui a une cohérence d'ensemble assez dingue. C'est pas un album de hit. Vous n'aurez pas vraiment de chansons, de titres qui ressort plus qu'un autre. Mais en revanche, en termes de construction, en termes de cohérence globale, c'est assez brillant, enfin c'est même assez génial je trouve à titre personnel. Il va falloir un gros cador en face pour faire en sorte que ce ne soit pas mon album de l'année déjà. Et puis comme souvent avec Gorillaz, parce que c'est aussi un projet visuel, là ça s'accompagne en l'occurrence de ce court-métrage de 9 minutes qui reprend 3 des chansons, je l'ai déjà dit, de l'album. Et ça accompagne hyper bien l'univers visuel de l'album. Vous pouvez limite vous faire ce petit court-métrage qui vaut le coup déjà d'un point de vue purement graphique, visuel. Ça vous donnera une idée de ce qu'est l'album. Et si vous accrochez au ton, à la musique, derrière, vous savez que l'album, il est pour vous. Venez me dire en commentaire, je suis très curieux de savoir si, déjà on est de la même génération, et si c'est aussi un groupe qui vous parle comme moi, Gorillaz. Et puis voilà, c'est un petit aparté musical, mais j'avais envie, tout simplement pour le kiff. Et ça se trouve très facilement sur la chaîne YouTube du groupe, je vous mets le lien en description de cet épisode. Allez, cette fois, c'en est fini de cet épisode 43 d'Animedia. J'en glisse une avant de finir à Arco. Bravo Arco, qui a remporté le César du meilleur film d'animation lors de la cérémonie, une très belle cérémonie d'ailleurs, qui a eu lieu la semaine dernière. Et bravo également à Arnaud Toulon, qui a remporté le César de la meilleure bande originale. C'était amplement mérité, non seulement parce que la bande originale en soi est très bonne, mais aussi parce que, au vu de ce qu'il y avait en face, merci messieurs de l'Académie d'avoir des oreilles, messieurs dames de l'Académie d'avoir des oreilles. Et si vous aussi, vos oreilles fonctionnent, a priori c'est le cas, ou alors je ne sais pas ce que vous faites depuis 40 minutes, et qu'elles ont aimé ce qu'elles ont entendu durant cet épisode, une seule chose à faire, allez soutenir Animedia en lui mettant des likes, des pouces, des étoiles sur toutes les plateformes de podcast de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict ou même YouTube. D'aller me laisser des commentaires aussi, ce serait avec grand plaisir, je lis tout, je réponds à tout également. Et puis, quitte à vous répondre, on peut aussi discuter sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky, Instagram principalement, @Animedia Podcast. Ce serait avec grand plaisir d'engager la discussion avec vous, de parler de cinéma d'animation. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jumpers notamment ? On se retrouve désormais dès la semaine prochaine. Oui, j'ai décidé de tenir le rythme, mais pour une bonne raison, puisque le 11 mars marque la date de sortie de Planète, un film de Momoko Seto qui était en compétition au dernier festival d'Annecy, et j'avais eu la chance de l'interviewer, donc vous aurez le droit à un épisode spécial avec une interview de Momoko Seto et mon avis critique sur le film Planète. D'ici là, je vous souhaite bien sûr une bonne semaine, je vous souhaite de dormir un petit peu plus que moi ces derniers temps. Portez-vous bien, des bisous, ciao!